Bienvenue à tous et à toutes. Vous le savez, dans le podcast Vérité Saine, j'adore accueillir des hommes que j'estime impactants par qui ils sont. Je ne veux pas dire par ce qu'ils font. Alors évidemment, ce qu'ils font en général est très intéressant. Vous allez le voir avec notre invité aujourd'hui. Mais surtout par qui ils sont, ce qu'ils incarnent, les valeurs qu'ils incarnent. Et puis les espaces aussi où on peut aller dans ce podcast avec eux, aller explorer des endroits, des fois, qui peuvent être inconfortables. Ce qu'on appelle aussi la fameuse vulnérabilité. Ou l'authenticité radicale, qui est un terme que j'adore. Aujourd'hui, mon invité, c'est Mohamed Ali El Adaoui, qui est un jeune entrepreneur, 28 ans. Bientôt 30 ans. Pourquoi je te donne 28 ans à chaque fois? C'est ça, 30 ans. Bientôt 30 ans. Ça me plaît. C'est marrant, il m'a contacté parce qu'il a vu une story à Marrakech. On a assez vite cliqué. J'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu des termes qui m'intriguaient, qui m'intéressaient. Le fameux, on va en parler, closing psycho-émotionnel. Exactement. Et puis il vient de Bordeaux, qui est une ville que j'aime beaucoup. J'ai mon ami Tony Jazz et Amel Damani aussi qui viennent de Bordeaux. Donc ça a l'air d'être un vivier aussi à talent. Donc bienvenue à toi. Merci Géraud. Je suis vraiment content de participer à ce podcast et de partager ce moment, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Ouais. On s'est connecté à plusieurs reprises, on s'est vu à différents endroits, donc on se connaît plus ou moins maintenant. Donc je suis content de partager ce moment avec toi. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Moi, j'aime bien te demander d'abord ce que tu fais. Donc, c'est le CSP, c'est d'où tu viens, rapidement, ouais. Ce que tu fais, et après qui tu es. Et là, je m'adresse à l'homme. Donc, ce que tu fais, pour moi, je m'adresse à l'entrepreneur, okay. À celui qui met dans la matière, qui est dans le faire. Et qui tu es, c'est qui tu es en tant qu'être. Ok. Alors, ce que je fais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont reconnaître un petit peu le métier du closing. Donc, moi, j'ai une école de closing. J'ai initié un modèle de vente psycho-émotionnel qui repose essentiellement sur l'intelligence émotionnelle, sur l'art de la questionologie, sur le coaching décisionnel. On reviendra sur ces termes. Un modèle de vente qui a fait ses preuves, qui a plus ou moins révolutionné le marché du closing, qui reposait principalement sur des méthodes très rationnelles, uniquement sur des techniques de vente, sachant que la vente ne s'arrête pas à des techniques de vente, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, dans cette école, j'enseigne des closers, des personnes qui souhaitent se reconvertir professionnellement et devenir des closers, à travers mon approche, vraiment. Et en parallèle, donc, j'ai développé une agence, parce que, en fait, l'histoire, c'est que j'ai eu beaucoup de closers qui performaient dans différents pôles vente de grands infopreneurs aujourd'hui. Et plusieurs grands infopreneurs m'ont contacté en me disant « J'ai besoin de tes closers, j'adore comment ils vendent, leur approche, la connexion humaine qu'ils arrivent à créer dans l'école. » Et donc, d'une manière très naturelle, j'ai créé une offre d'agence qui consiste à accompagner du coup, des pôles vente dans la structuration du pôle vente, dans le recrutement, le management, le coaching et aussi du consulting en marketing. Et donc, aujourd'hui, j'ai une agence où j'accompagne des grands infopreneurs connus. Alors, j'ai accompagné Jordan Belfort, Franck Nicolas, qui est connu. Il faut dire qui c'est Jordan Belfort. Exactement, le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, ouais. Exactement, pour ceux qui connaissent le film. J'ai accompagné Yomi Denzel durant ses différents challenges. J'ai accompagné aussi l'agence de l'infopreneuriat qui est plutôt connue, Digital Brothers, en 2024. Mathieu Louvet, qui est un grand acteur du milieu de la finance, et Mohamed Bouclé depuis une semaine. On prépare son challenge, donc voilà. Ce que tu appelles un challenge, c'est-à-dire? Alors, c'est un webinaire sur 3 jours principalement, okay. Voilà, qui se déroule sur une durée de 3 jours. On va tout simplement éduquer les prospects sur la méthode qu'on va vendre par la suite. Okay. Et donc, plutôt que de faire un webi sur 2 heures, 3 heures, là, on le fait durant 3 jours. Ouais, on parlera de tous les termes un peu techniques dont tu as parlé. Là, il faut mettre les mains dedans un peu pour... Voilà. On va expliquer. La questionologie, j'aime bien. C'est un sujet qui peut prendre 1 heure, mais ce qui est important, c'est de mettre de la conscience sur l'émotion. Parce que la vente reste neuro-émotionnelle d'une manière ou d'une autre. Et l'émotion vient tout simplement influencer le processus de prise de décision de n'importe quel humain. Okay. Donc c'est important d'incarner en tout cas cet espace dans l'apprentissage d'un closer. Le deuxième terme que j'ai utilisé, c'est l'art de la questionologie. Parce que la vente, c'est du coaching. Quand tu viens casser une fausse croyance, challenger une fausse croyance de ton prospect, tu es en train de le coacher. Tu vois ? Ton but, c'est de faire en sorte qu'il prenne la meilleure décision pour lui. Donc, le coaching décisionnel vient supprimer des croyances qui peuvent être limitantes
comme par exemple, ou des peurs profondes comme la peur d'échouer, la peur de réussir, parce que ça existe en France. Quand tu réussis, on te pointe du doigt, donc il y en a qui ont peur de réussir d'une manière inconsciente parce qu'ils n'ont pas envie d'être jugés. Le manque de confiance par rapport à la réussite de ce projet et ces ressentis dans un appel de closing sont importants à prendre en considération parce que si tu ressens une peur, si tu ressens que la personne a peur d'échouer, tu dois la coacher dans un appel de closing. Donc finalement, tu te transformes en coach. Tu dois la reconnecter à la raison pour laquelle elle est là, à son pourquoi, où tu viens casser les croyances qui l'amènent à penser qu'elle peut échouer. Donc tu viens faire de la valorisation, de la validation. Donc il y a un travail de coaching à faire et ça c'est du coaching décisionnel. Donc un closer qui est uniquement concentré sur le produit ou sur des techniques de vente ne peut pas expérimenter ces zones-là et il ne réussira pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre taux de closing tourne autour de 50% dans l'agence parce qu'on ne laisse rien au hasard. Le closing, tu ne laisses rien au hasard. C'est comme ce que tu fais, on ne laisse rien au hasard. J'aime pas la médiocrité. Donc ça, c'est le coaching décisionnel. Et l'art de la questiologie, c'est un principe, une science qui te permet d'être un sniper et d'amener des prises de conscience et d'expérimenter des zones comme des douleurs dans un appel de closing. Je parle de questions sensorielles, par exemple. Tu vois, par exemple, tu es en train de me parler d'une douleur, tu es salarié, tu veux quitter le salariat pour entreprendre. Le but, c'est que j'aille faire un tour dans l'espace de la douleur liée au fait que tu ne te sentes pas à l'aise dans le monde du salariat pour que tu prennes conscience que ça te drive pour aller de l'avant et prendre une décision de changer. Donc, des questions sensorielles, ça peut être comment tu vis cette situation, qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que tu te sens enfermé dans ton travail. Ok, donc tu ressens ça. Donc, on met de la conscience sur les ressentis qui ont fait que la personne est devant toi et qu'elle a envie de changer. Et donc, c'est un voyage avec le prospect dans la douleur qui est important à faire parce que quand on prend une décision de se transformer dans un appel de closing et donc d'acheter le produit, on ne prend pas cette décision uniquement pour les désirs qu'on a et donc ce que l'offre nous permet d'obtenir comme résultat, mais surtout pour l'élimination de ces douleurs. Parce que si demain tu te retrouves, ça c'est un exemple que je donne souvent, demain tu te retrouves dans une forêt tout seul, en train de marcher, tu croises un lion et en même temps tu vois des pavés d'or. La première réaction, c'est que tu cours parce qu'il y a un lion. Tu ne vas pas rejoindre le succès, la réussite et les pavés d'or. Donc, ce qui fait driver un homme, c'est sortir d'une situation qu'il ne veut plus vivre, okay, et ensuite aller vers une destination qu'il a envie d'expérimenter. D'où l'importance d'aller dans la douleur. Et pour aller dans la douleur, il faut savoir coacher et maîtriser l'art de la questiologie. Et ça, c'est du closing transformationnel. Il y a plein de points communs avec le Men's Work où nous, par contre, en Men's Work, on va plus travailler sur l'histoire personnelle, où on va aller explorer vraiment les failles, les blessures dans l'histoire personnelle d'un homme et aussi aller voir constamment au niveau du corps, clairement au niveau du corps, ce qui se passe, etc. Donc il y a plein de points communs. Pour revenir sur les termes techniques, je pense que c'est important d'expliquer un peu plus mon approche. Pourquoi je l'appelle psycho-émotionnelle ? Parce qu'elle repose principalement sur l'intelligence émotionnelle qui, selon moi, s'applique dans l'univers de la vente. Alors comment on applique l'intelligence émotionnelle et quels sont les avantages d'être intelligent émotionnellement quand on close en soi. Ça te donne cette capacité à déjà mettre de la conscience sur ton intériorité, sur ce que tu ressens dans un appel de vente. Okay. Mieux comprendre tes émotions, mieux les interpréter. Donc là, quand tu dis tu parles du closer. Le closer c'est la posture du closer va être dans un travail déjà sur lui-même. Exactement. Déjà faire un travail sur soi, parce que tout commence par là de toute façon. Et dans mon accompagnement, c'est pareil. Le premier pilier, c'est un travail sur l'identité. On travaille le qui avant de travailler le quoi. Et donc de faire une vue d'ensemble de toutes ces croyances qui peuvent soit te propulser, soit te limiter, et qui sont en dehors de tes compétences. Et donc l'intelligence émotionnelle te permet de mieux te connaître, mieux te comprendre, faire un travail de conscientisation de ton intériorité. Et vu que tu l'as fait sur toi, tu sais aussi... c'est pas naturel, mais en soi, c'est plus facile de le faire aussi sur le prospect et de mieux le connaître, mieux le comprendre, mieux le sentir. Un gros travail d'écoute. Évidemment. Et de questionnement. Évidemment. Ça, c'est l'énergie yin à avoir dans un call, c'est d'écouter plus que tu parles et de douter de ce que tu comprends, ce qui te pousse à pousser la question et à approfondir l'art de la question. Est-ce que l'ego a tendance à vite cartographier, à dire c'est bon, j'ai compris, je vois qui j'ai en face de moi, alors qu'en fait... Pas du tout. Exactement. Ouais, et l'humain de base n'aime pas l'incertitude et le doute. Donc,
c'est une réaction, je ne sais pas si c'est un biais cognitif, mais c'est naturel. Tu vas vite croire que tu as compris pour vite prendre de l'espace. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste douter de ce que tu as compris parce qu'il y a toujours une phase profonde qui t'échappe. Parce qu'on peut rester dans la surface, on peut faire un premier niveau de profondeur, un deuxième, mais le très bon closer est celui qui ne s'arrête pas à ce qu'il a su remonter dans le col. C'est celui qui va creuser jusqu'à trouver le pourquoi émotionnel, la genèse, la croyance qui crée toutes les autres croyances, parce que finalement, ça devient juste une chaîne de valeur, des liens de causalité. Et c'est ce que je trouve merveilleux dans la vente. En fait, c'est du coaching, c'est de la vente, c'est une connexion humaine, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Parce que l'humain est complexe de base. Donc forcément, ça demande un travail de conscience qui ne s'arrête jamais. Il y a des grilles de lecture, peu importe ceux qui font du transgénérationnel, ceux qui font de la psychologie, ceux qui font des énéatypes. Il y a toutes sortes de grilles de lecture, il y a toutes sortes d'outils qui sont puissants, mais l'erreur parfois, c'est de dire « Ah, toi, je t'ai ciblé, je t'ai compris. Toi, t'es ça, plus ça, je divise, je retiens ça. » Et exactement. Voilà qui tu es, en fait. Déjà, ça peut être hyper vexant pour la personne en face. Et c'est la meilleure façon de se fourvoyer, tu vois. Moi, j'appelle ça aussi le syndrome un peu de la perceuse. Tu sais, c'est cet homme qui va dans un magasin de bricolage, qui demande une perceuse. Et là, il y a un vrai vendeur en face de lui qui dit « Mais vous voulez faire quoi avec ? C'est pour quel genre de perceuse ?» Et il voit que l'homme, il est un peu agité, limite dans son émotionnel, tu vois. Il dit « Non, mais il faut vraiment une perceuse, quelque chose de bien, tout de suite. » Et il lui dit « Ouais, c'est pour monter un meuble. » Et là, il comprend. Et plus il approfondit, en fait, c'est pas un meuble, c'est le lit du bébé qui va pas tarder à arriver, sa femme est enceinte, elle est en train de le pressuriser parce qu'il y a plein d'autres travaux qui sont pas terminés. Et en fait, c'est pas une perceuse qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est un déroulé émotionnel et l'outil qui va lui permettre d'apaiser cet espace déjà chez sa femme qui est enceinte et lui, tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et il y a plein de choses à dérouler. C'est pas juste, tiens, je vais te vendre le modèle Black & Decker à X ou telle marque de pro parce que c'est son besoin, ou je te vends quelque chose de bidon. C'est vraiment t'écouter, et t'écouter, c'est t'honorer. T'écouter, c'est te servir. Parce que de toute façon, tu es là pour investir, pour acheter. Alors autant que ce soit le plus accurate, le plus précis possible. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est du respect. Et ce qui m'emmène à différentes questions que j'ai. Alors, bon, j'aime bien ce que tu as en partie répondu. Tu as dit, le closer va faire ce travail sur lui. Ouais. Donc ça, c'est une période où toi, personnellement, tu vas les accompagner, ou ça se passe comment ? Oui. En fait, quand j'ai créé mon école, je l'ai créée pour reformer des closers. Mais ça part de quoi, ça ? Ça part de quoi ? Pourquoi tu as voulu faire ça ? J'ai voulu faire ça parce que j'aime pas la médiocrité. Merci. Et quand je suis arrivé dans le monde du closing... Merci. Ça, j'aime bien ce mot. Je suis arrivé dans le monde du closing, tous les closers étaient vraiment à un niveau presque catastrophique. Tu peux définir médiocrité dans ton monde ? Médiocrité, c'est de se contenter. C'est un contentement d'un niveau qui est juste satisfaisant. Ça va. Ouais. Ça va, je m'en sors. J'ai mon prompt, je suis mes questions. Ouais. Je suis les bases et c'est OK. Et c'est l'attitude que la plupart des closers ont dans un appel. Je m'arrête juste aux réponses que j'ai obtenues. Non, en fait. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Et on va développer cette capacité à percevoir la profondeur. Tu vois ? Donc, quand je suis arrivé dans ce monde, à la base, je suis allé jusqu'en... J'ai pas fait de doctorat, mais j'ai eu un master en négociation. Et ensuite, j'ai commencé à enchaîner un doctorat, mais j'ai très vite compris que je ne voulais pas être endurant dans ce choix, donc j'ai arrêté. J'ai découvert le monde de la PNL, de l'hypnose. J'ai aussi découvert l'anthropologie à travers le travail de Philippe Iribarne, qui est un Marocain aussi, qui étudiait les peurs profondes. Et en fait, quand je suis arrivé dans le monde du closing et que j'ai lu un script, j'ai dit, mais waouh, en fait, dans les scripts, il y avait des questions émotionnelles. Et moi qui viens du milieu de la vente, j'ai découvert une nouvelle approche. Et en fait, ça m'a totalement séduit. Je ne me suis pas formé au closing. J'ai commencé directement à closer et j'ai eu des résultats je dépassais les meilleurs closers dans des environnements où il y avait 30-40 closers en très peu d'appels. Mais moi, j'étais très surpris. Je ne m'y attendais pas à avoir ce type de résultats. Et très vite... La quintessence de ce résultat, en une phrase, ce serait quoi pour toi ? Qu'est-ce que, selon toi, la personne qui est en face de toi... Moi, j'aime pas dire prospect, après, c'est OK. Oui. Mais qu'est-ce que l'âme ressent dans ce genre d'échange, selon toi ? En fait, tu viens de répondre à la question. C'est d'intégrer la dimension de l'âme dans les appels. Et ça, à m'engueuler à chaque fois. Mais tu vas trop vite, mets des étapes. C'est ça, ouais, en grille des étapes, ça va aller trop vite. Moi, j'aurais ajouté, c'est de vraiment se sentir écouté.
Et entendu. Ouais. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tellement d'éléments, d'énergie que tu peux faire ressentir, d'espace que tu peux développer dans un appel que on peut en parler pendant des semaines, tu vois. Moi, ma formation, elle dure 40 heures de contenu. Il y a 40 heures de contenu sur ces sujets. Ça veut dire que l'écoute dont tu viens d'aborder est extrêmement important et peu de personnes savent écouter attentivement. On dit, ouais, on écoute attentivement. Mais c'est quoi une écoute active ? C'est une écoute dans laquelle tu mènes une réflexion méditive par rapport aux informations que le prospect te communique pendant que tu es connecté avec lui. Est-ce que tout le monde sait faire ça par nature ? Non. Donc, ça demande un travail. Un travail déjà d'équilibrage entre tes deux énergies. On parle du yang et du yin. C'est quelque chose que je fais, que j'enseigne dans mon école. J'enseigne la personne à s'équilibrer énergétiquement. Si elle est trop yang et elle prend trop de place dans l'appel, tu laisses pas suffisamment de place à la personne en face de toi, ton prospect, et donc il ne ressent pas assez de climat, de sécurité pour venir s'exprimer sur des sujets qui vont te permettre de l'engager émotionnellement à agir. Quand on parle du closing, on parle du couple là. On parle de tout là. On est d'accord. On parle du closing, mais évidemment qu'il y a des, des connexions, on va y arriver. Ouais. C'est ce que tu es en train de décrire avec ceux que tu formes, les closers que tu formes, avec après les clients, futurs clients, prospects que tu as en face de toi. C'est exactement les outils clés, puissants, qui doivent être maîtrisés dans le couple, dans la parentalité, dans l'amitié. Ce sont les mêmes outils en fait. Ouais. Et je dirais que c'est encore plus complexe dans le couple. Parce que c'est, pour moi en tout cas, par rapport à mon expérience et de ce que j'ai vu dans ma vie, c'est l'espace dans lequel l'ego peut s'activer le plus rapidement possible. C'est le parti pris que j'ai avec Anissa, c'est de mettre à nu ces espaces-là, déjà pour les désacraliser. C'est pas des choses très compliquées, mais il y a tout un cheminement. Comme, ce que tu dis paraît évident, mais c'est pas naturel. C'est absolument pas naturel, ça s'apprend. Écouter, ça s'apprend. Reformuler, ça s'apprend. Se connecter à l'être, à l'âme qui est en face, et non pas juste un numéro de téléphone ou un prénom, ça s'apprend. Et dans le couple, c'est la même chose. Clairement. Dans le couple, clairement, le couple est un espace de miroir où ma femme va me renvoyer par qui elle est. C'est même pas forcément verbalement ou consciemment, c'est par qui elle est. Elle va appuyer, me renvoyer. Et attends, les enfants, c'est encore un autre game, mais elle va appuyer sur tous les espaces qui sont inconfortables, qui sont toutes les failles que je peux avoir. Et c'est ça la beauté du couple. Mais qui, si ce n'est pas accompagné, compris et fait en conscience, au début tu parlais beaucoup de conscientiser, que les closers que tu formes doivent d'abord faire un travail de conscientisation de leur intériorité, de leur système, de leur schéma, etc. En gros, mieux se connaître pour pouvoir se permettre d'écouter vraiment l'homme ou la femme qu'ils ont en face d'eux. Et ben dans le couple, c'est pareil. C'est-à-dire que ma croyance, et je pense que Anissa les partage aussi, c'est que de toute façon, on est tous plus ou moins névrosés. Je suis arrivé dans mon couple avec, je parle comme mon nom, je suis arrivé dans mon couple avec toutes mes casseroles, mes névroses, mes histoires dans ma tête. Mes poupées russes. Mes poupées russes, mes pseudo-traumas, j'aime pas ce mot-là parce que c'est encore une fois sanctifié un moment, mais enfin bref. Et tout le job, c'est au fil des années, tu vois, on a des grosses thématiques. Tu vois, des fois, pendant 18 mois, et c'est ça qui revient. Après, pendant 6 mois, on passe à une autre thématique. Et c'est de naviguer là-dedans. C'est de naviguer là-dedans et d'avoir en face de moi une femme qui a conscience que nous naviguons ensemble. Rien que ça, c'est énorme. Les gens, généralement, aujourd'hui, dans, je ne sais pas si on peut appeler ça le marché du couple ou... L'humanité, merci, pensent qu'on peut arriver en couple d'une manière facile, sans faire un travail sur soi. Tu comprends ? C'est vraiment une croyance qui, j'ai l'impression, qui est ancrée. Comment se fait-il qu'on ne prend pas conscience qu'en fait, il ne faut pas forcément se former, mais mettre de la conscience sur ce sujet, mieux se connaître pour justement mieux débuter une relation amoureuse. Parce que ça me semble aussi important qu'une reconversion professionnelle ou se lancer dans un nouveau domaine, tu vois. Mais surtout là, on se forme. Là, on parle d'une âme, d'une personne avec qui tu vas passer X années, que tu vis en intimité, que tu vas partager des espaces ultra intimes et deep. Alors, c'est marrant, moi, j'ai pas la même perception, parce que forcément, à l'inverse, avec Anissa, et moi, j'ai plutôt des hommes qui viennent me voir parce qu'ils ont conscience, justement, que dans leur couple, il y a des choses à travailler. Donc, moi, je polarise des hommes qui ont conscience qu'il faut faire quelque chose. Ils choisissent, en fait, de faire ce travail. En vrai, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est pas tac-tac.
Et c'est pas non plus parce que tu te maries ou que tu as signé à la mairie que bon, bah ça y est. Tu vois, c'est tout l'inverse. Tu sais, j'ai eu une période, il y a plus de 15 ans, j'ai testé comme ça. J'étais très curieux. Moi aussi, je suis un passionné des passionnés. Moi, j'adore écouter des gens passionnés. J'adore tester plein de choses, plein de sports, plein d'activités, etc. Bref. Et un ami me parle du PUA, du Pick-up Art, l'art de la drague. Et moi, j'ai peur du rejet, surtout avec les femmes. Je dis non, c'est bien, c'est un bon exercice. Donc, j'ai testé. Et je me rendais compte que pour beaucoup d'hommes, rien que le fait de sortir de chez eux, d'être capable de parler à une femme, d'accepter le rejet, puis d'arriver à avoir un premier date et d'aller plus loin, c'était déjà pour eux les 90%. Ouais. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'en vrai, ok, c'est cool, mais une fois que, imaginons que tu ressens quelque chose pour une des femmes que tu as rencontrées, là, il y a un couple qui va commencer. Il y a une histoire qui va commencer. Exactement. Et là, le vrai game, il commence. Tu vois, comment tu vas être... C'est cool de faire des tricks un peu... Et la vente, c'est pareil. C'est cool d'être capable de faire un beau marketing, de faire des trucs, des jolis prompts et d'avoir comment dire, un déroulé marketing léché, etc. OK. Ouais. Et après, là, on va se rencontrer. Là, tu vas m'accompagner. Là, on va aller en profondeur. On va dans l'organique, on va dans le vrai, en fait. Et là, il se passe quoi? Exactement. Et ce que je voyais avec ces hommes, souvent, c'est que après, ils n'avaient pas les outils. Et après, ils passaient à une étape qu'ils ne connaissaient pas. Et puis après, il y a le mariage. Et puis après, il y a les enfants. Tu vois? Et mes clients, c'est ce que je vis avec eux. C'est que certains arrivent, on va dire que dans le business, ça se passe très bien, mais ils sont prêts pour une famille. Exactement. Et tu vois, ça me renvoie... En fait, je crois que c'est... Tu réponds déjà à ma question, donc merci. Et en plus de ça, je viens de percevoir aussi une des causes qui fait qu'on ne se concentre pas sur le fait de travailler sur soi pour se préparer à construire une vie familiale, parce que ça reste le but de l'homme. Ça, c'est la prise de conscience que j'ai eue. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, mais j'ai cette prise de conscience dans le sens où tu as beau avoir des milliards. Au bout d'un moment, le véritable goal de l'homme, c'est construire une famille et faire en sorte qu'ils vivent en paix. Tu vois, c'est la fameuse... j'avais adoré, c'est Grand Corps Malade, je crois. On lui demandait c'est quoi pour toi un homme riche. Ouais. Il a dit une femme et un enfant. Exactement. Bon, moi, j'aurais rajouté une femme, un enfant, la santé et l'argent. Exactement. Ouais. Mais clairement, une femme et un enfant, tu passes dans une autre dimension. C'est pour ça qu'il y a un switch, il y a un switch qui se fait entre un homme qui est célibataire, quand il devient mari et père, à part s'il y a du déni. Moi, j'en ai déjà vu aussi, des hommes qui sont dans un déni et en général, le couple ne dure pas. Mais les hommes qui se sentent vraiment investis et qui veulent cheminer dans leur parentalité, dans leur paternité, dans la transmission et dans leur couple, il y a un switch mais qui est complet, qui est total. Ouais. L'homme a besoin de retrouver une forme de stabilité quand il ressent des secousses à l'intérieur de lui. Et cette stabilité, s'il a réussi à la construire dans sa vie de famille, il revient, il se ressource et il repart. Absolument. Là où il peut être un leader, en tout cas dans son business. Pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai aussi l'impression que, en tout cas, aujourd'hui, tu accompagnes des initiés. Je pense que tu accompagnes des personnes qui, dans la pyramide Maslow, ont réussi dans le monde matériel. Ils commencent à gagner de l'argent, à développer leur business, mais ils arrivent à un stade où ils étaient dans une forme d'illusion que le bonheur, la réussite résidait dans le fait de réussir professionnellement. Mais une fois que tu réussis professionnellement, que tu vois ton compte bancaire se remplir, qu'est-ce qui se passe après? Entre guillemets, plus tu vas dans ces espaces-là, et plus vite, c'est une petite mort pour l'ego. C'est merde, j'y suis. Une mort pour l'ego, c'est très bien exprimé. Ouais. Je dis une petite mort, mais tu peux dire une mort pour l'ego. Et c'est... l'ego se dit merde, j'y suis, et what's next? Exactement. C'est pour ça que tu vois souvent des entrepreneurs qui ont tout cartonné, qui ont réussi, qui ont fait toutes les expériences qu'ils voulaient faire, et au bout d'un moment, ils vont vraiment à fond dans la spiritualité, ou ils vont à fond dans... parce qu'au bout d'un moment, on revient toujours à la même chose, c'est le sens. Exactement. Avant ça, la plupart des égos courent après quelque chose. Exactement. J'adorais, c'est un de nos mentors avec Anissa, qui s'appelle Yunus Jonas, qui disait « Si tu cours toujours après l'argent, il courra toujours plus vite que toi. Mais si tu cours après Dieu, alors c'est l'argent qui te court après. » Magnifique. Et je trouvais ça hyper puissant. Et j'ai une autre anecdote. C'était à 2-3 ans, on était partis à Dubaï avec nos enfants. Et mon beau-fils, qui avait à l'époque 12-13 ans, on avait fait exprès de lui faire un voyage où il y avait tout ce qu'il aimait. Grand hôtel, des toboggans à gogo, le meilleur restaurant du monde, Gordon Ramsay, tous les jours si tu veux.
Et vraiment, pour un gamin de 12 ans, le top du top. Ça, pour ado, PS5... C'est pas ce que je vivais à mes 10 ans, 12 ans. Clairement, moi non plus. Mais c'est OK parce qu'ils ont tous leur challenge. Tu vois, c'est pas parce qu'un gamin fait son premier million à 19 ans qu'il n'aura pas ces challenges lui aussi. C'est juste qu'ils vont aller plus tôt dans certains espaces, mais il y en a quand même d'autres à explorer. Exactement. Je lui ai dit, franchement, déjà, il y avait un contrat de confiance entre nous. Je lui ai dit, vraiment, t'es autonome. Moi, je m'arrange avec ta mère. T'es autonome dans l'hôtel. C'est safe, t'es à Dubaï, tu risques rien. Vas-y, fais. Tu vas aller au restaurant, on va au resto, t'as pas besoin de nous. Tu veux aller jouer à la PS5, va jouer à la PS5. Alors que moi, c'est pas du tout mon délire, etc. Tu veux aller au toboggan, vas-y. Tu veux que je vienne avec toi, tu m'appelles, je viens avec toi. Full liberté, je te fais confiance. Il m'a dit, ouais, ok, merci. Et 2 jours plus tard, je le croise un moment dans les couloirs et je le vois, il était les yeux hagards dans le vide, en train d'errer. Et je lui dis, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es à Dubaï, là. T'as 12 ans. Tu vois, non, je veux pas créer la culpabilité en mode, t'as vu, nous, on n'avait pas ça. Je lui dis juste, qu'est-ce qui se passe ? Et il comprendra pas si tu lui dis ça. Ouais, et puis c'est culpabilisant, donc ça, voilà. L'énergie basse. On l'a déjà fait, mais on fait plus. Exact. Par erreur et par inconscience. Toutes les erreurs sont par inconscience. Et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, écoute, papou, je suis un peu perdu parce que, en fait, là, j'ai tout et je me sens pas bien et ça me perturbe. Et j'ai tout ce que je veux. Je sais pas quoi demander d'autre, en fait. Et là, en fait, tout ce que j'ai envie, c'est juste monter dans la chambre et juste m'allonger. En fait, j'ai besoin de rien. C'est la première fois de ma vie que ça arrive, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je voulais, là, vous me l'avez... c'est là, en fait. Ouais. Et bon, évidemment, on fait tout un travail de conscientisation et de verbalisation avec lui, d'échange. Il n'y a pas de... on ne le juge pas, on l'écoute, tu vois. Et je lui dis bravo. Tu fais ta crise de milliardaire, tu fais ta crise que tu pourrais faire à X années, tu vois, à 35, 40, 45 ans, une fois que tu as atteint, si tu veux, un certain palier de scoring financier, bah tu as un glimpse, tu vois, tu as un petit avant-goût de ce que certains multimillionnaires, multimilliardaires peuvent vivre. Exactement. C'est what's next. Exactement. Et je dis savoure-le, apprécie-le. Et là, tu as envie de quoi ? Je dis, bah, franchement, je voudrais juste un jus de fruits, ça me ferait kiffer. Et m'allonger dans la chambre et me reposer et redescendre dîner avec vous. Voilà. Ça te rendrait heureux, ça ? Je dis, bah ouais. Je dis, bah voilà. Oui, mais quand même, te rends compte, à mon âge, j'ai de la chance. Et n'ouvre même pas la porte de la culpabilité. Ton ego n'attend que ça. Exactement. Juste savoure ça, monte dans la chambre, et quoi que ce soit, tu nous appelles, on est là, je t'aime. Et je trouve que c'est puissant d'y aller dans ces espaces-là parce que sinon, il y a toujours un après. Toujours questionner, ok, là, j'en suis où ? Qu'est-ce qui me met en joie maintenant ? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant ? Et de toujours revenir, et là, on revient à ce que tu disais, cet espace de conscientisation, de conscience, de présence. Ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on travaille chez les initiés. Et en tant qu'homme, il y a à être là et il y a à être présent. Ce sont 2 choses différentes. Ce que tes closers aussi doivent travailler, ce que je pense que tu travailles aussi, il y a à être là et il y a à être présent. Exactement. Et tout à l'heure, quand tu as parlé, tu vois, ce que tu viens de raconter, la scène avec ton enfant, me rappelle des scènes que je vis avec différents clients. J'ai accompagné plusieurs dizaines de clients et j'ai accompagné aussi des clients qui gagnent très bien leur vie. C'est-à-dire qui font peut-être 500, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et quand tu n'es pas dans le game, tu te dis, il a réussi. Tu vois, tu te dis, c'est bon, il génère beaucoup d'argent, il a un succès, il a une autorité, il a réussi, il a tout. Mais moi qui suis... en échangeant avec eux, et vu que je suis proche de mes clients, bien forcément, j'arrive à ressentir parfois un vide. Un vide. Ils sont heureux, il y en a qui peuvent être très heureux, on parle de n'importe quel entrepreneur, on ne parle pas de mes clients en particulier. En tant qu'entrepreneur, quand tu arrives à ce niveau de succès, tu es heureux matériellement. Okay. Mais ça ne veut pas dire que tu as comblé tous les espaces de ta vie dont tu as besoin de combler pour être totalement en paix. Et donc, c'est là où je faisais référence à la pyramide de Maslow. Là, tu commences à avoir d'autres. Tu passes à l'étape supérieure que tu disais tout à l'heure. Peut-être que là, j'ai envie de me connecter davantage à moi-même et donc le chemin, peut-être, c'est la spiritualité. Peut-être que là, j'ai envie d'avoir des belles relations amicales. Peut-être là, j'ai envie de travailler sur un espace que je n'avais pas conscience jusqu'à aujourd'hui, mais qui devient une prise de conscience parce que j'ai atteint un niveau financier, donc une réussite dans le monde matériel dont j'avais besoin de vivre aujourd'hui. Tu sors de cette course frénétique qui part de la survie, qui part du manque, et qui est OK, on passe tous par là à certaines périodes où il y a une focale qui se met, et après on rentre dans ce que moi j'appelle le monde des millimètres. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai de l'espace pour voir les petites choses.
tu vois, pour voir les micro-réactions de ma femme, les micro-réactions de mes enfants, et de calibrer. J'adore cette notion de calibrage, tu sais, comme un coffre-fort ou bien le tuner d'une radio, c'est d'aller calibrer sur la bonne fréquence. Parce que je pars du principe que ce qui me rend le plus heureux, c'est la qualité de mes interactions. C'est la qualité de mes interactions sociales avec ma femme, tout d'abord avec moi. Tu vois, déjà moi et moi, mon dialogue intérieur, et puis après, surtout, au niveau social, ça va être le cercle proche, femme et enfants, famille, amis, rencontres, et à quel point je peux être dans un espace de joie au pluriel, quotidienne, simple, tu vois. Et ça, il n'y a rien de plus puissant que ça. Et là, je peux aller dans le monde des millimètres où je ne peux pas aller si je suis en train de courir. Justement, tu vois, par rapport à tout ce que tu dis, ça me fait penser en fait naturellement, parce qu'aujourd'hui, avec ce que je fais, parce qu'en soi, dans mes métiers, je suis constamment en interaction avec des humains, donc je ressens des choses, je perçois des vides, je ressens des incohérences, parfois des dissonances, et souvent c'est un espace intimiste chez l'homme, dans lequel justement, il n'a pas envie de le révéler facilement, parce que peut-être il a la croyance que s'il commence à parler de ces sujets, on va le percevoir comme un faible, ou peut-être parce qu'il n'a pas trouvé la bonne personne. Justement, comment ces personnes peuvent t'identifier comme le mentor, ou en tout cas, je ne sais pas comment tu peux, voilà, le coach, ou en tout cas celui qui va pouvoir les écouter, créer un espace d'écoute pour pouvoir les accompagner. Et je pose cette question parce que c'est important de le dire, un chirurgien, pour se soigner, ne peut pas se soigner tout seul. Il va voir un autre chirurgien. On ne peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit que celui qui a créé un problème. C'est ce qui fait la beauté aussi de notre existence humaine, c'est que on peut être autonome et on a tous besoin des uns des autres. Donc je reviens à la question, comment ces personnes peuvent t'identifier et de se dire, tiens, là Géraud, peut-être, il peut m'aider dans cet espace. Alors ce qui est marrant, je parlais tout à l'heure, tout début de closing, plutôt de non-closing. Moi, je vais beaucoup travailler par recommandation. Parce que c'est très difficile pour moi d'expliquer ce que je fais. On parlait de convaincre aussi et de justifier, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Ça m'arrive de le faire. Et Anissa, en général, me dit, Géraud, qu'est-ce qui t'arrive, tu justifies là En général, ils sont recommandés parce que des hommes qui ont été accompagnés par moi repèrent, ils ont une grille de lecture, ils savent que là, il y a des paliers. Tu parlais de pyramide de Maslow. Ok, là, tu es dans tel espace, c'est super. Mais en attendant, ton couple est en train de se déliter. Ou tu n'es pas en couple, ou c'est même pas dans ton paramètre, dans ton paradigme. Il peut y avoir des espaces aussi clairement de perte de sens, de vide, de solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'entourent d'entrepreneurs parce qu'ils ne se sentent pas... Très répandu, ça. Ouais. Ça, c'est très répandu. Et je pense que c'est un profil qui résonne beaucoup avec tout ce que tu partages. Parce que justement, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonce, il est passionné par ce qu'il fait généralement, en tout cas, et surtout, il est très focus sur lui-même, en fait. Donc, il peut ressentir une solitude que moi, j'ai ressenti dans ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai su m'entourer, je m'ouvre au monde, je me suis ouvert, j'ai développé des relations amicales dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais cette solitude, je tiens à la souligner parce qu'elle existe vraiment dans la vie des entrepreneurs. Clairement. En vrai, je pourrais dire dans la vie des hommes en général. Oui. Comme on a moins été accompagnés, éduqués et encouragés depuis tout petit à explorer notre monde émotionnel et à exprimer ce qui se passe pour nous, on est déjà paramétré pour refouler. Donc, peu importe la plupart des hommes. Plus encore les entrepreneurs qui en général partent en mission, en quête, en vision quest. Ils partent dans leur truc. Et en fait, à force de sprinter, tu peux te retourner en mode... Attends, c'est pas Forrest Gump, c'est l'inverse. Tu vois, c'est Forrest Gump qui court, il se retourne, il a des milliers de personnes. L'entrepreneur, il peut se retourner, il n'y a plus personne en fait. Exactement. Parce que personne ne te suit, personne ne peut comprendre ce qui se passe pour toi dans ton système. Surtout si tu as eu un switch en mode non, mais je sors de mon ancien système et je vais là-bas. Alors, tes anciens amis, tes amis deviennent tes anciens amis. Ça arrive, ça peut souvent arriver. La famille, pour peu qu'elle t'aime et te soutienne, peut ne pas comprendre ce que tu fais. Et encore, ça, c'est les versions. C'est le premier stade, on va dire. Exactement. Et dans tout le process entrepreneurial, et nous, on a testé tellement de prestataires, déjà, ne sont pas des amis. Les clients ne sont pas des amis.
Et c'est important. Et c'est très important de pas saupoudrer d'émotionnalité, de familiarité et de dépenses affectives. Ce que j'ai pu faire à mes débuts avec les clients. Moi, je répète souvent aux initiés, je suis cash. Je dis, nous ne sommes pas amis. Par contre, je vous livre des choses que je n'ai même pas livrées à la plupart de mes meilleurs amis. Et j'en ai pas beaucoup. Excellent. Parce que c'est un espace safe. Et je réponds juste à ta question. Alors, oui, j'utilise le terme mentor, même si c'est chaud. Si on utilise le langage des oiseaux, c'est pas beau. C'est-à-dire que je manque, j'ai tort. Exactement. Je vais plus dire que, et ça, j'aime bien ce terme. En plus, mais moi, ça m'allège. Je suis un garant du cadre. Ça te va bien. Et ça me va bien. Parce que moi, je travaille à 360 sur l'homme. J'adore travailler. Je vais pas travailler je suis pas un spécialiste du business. Je vais pas l'accompagner sur ses chiffres. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille sur l'homme. Et j'adore travailler sur tout sur l'homme. J'adore travailler avec lui sur l'élégance. Mais pour ça, je vais faire venir les meilleurs prestataires. J'adore le men's work, la libération émotionnelle des hommes entre hommes. J'adore faire venir les meilleurs dans ce domaine. Parce que je sais, j'ai moi-même exploré tout ça. Là-dessus, je suis un mentor. Parce que avant de t'emmener gravir cette montagne, je l'ai déjà gravi. Exactement, je suis légitime. Exactement. Tous les pans que j'explore dans les initiés, soit je les ai déjà expérimentés. Je ne suis pas forcément expert, mais je les connais. Et je peux faire venir les experts. Par contre, mon expertise, c'est d'être garant du cadre. Un initié, il ne parle pas comme n'importe quel homme. Il n'a pas une posture comme n'importe quel homme. Il ne s'exprime pas, il ne pense pas, il ne mange pas. Enfin, il pose vraiment un espace de conscience. Ça ne veut pas dire qu'on est coincé, qu'ils arrivent et qu'on se regarde tous. Est-ce que je tiens bien ma fourchette? Est-ce que je fais bien la bonne chose? Non, tranquille. Juste, sache que des fois, je te couperai la parole. Des fois, je te dirai, là, viens, on revient, on travaille là-dessus. Et on peut tout arrêter, on peut être en train de fumer un cigare, on pose tout, et dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? On fait du silence. Et si je vois un initié qui veut un peu coacher, non, il n'y a pas besoin de coaching. On ne se coache pas entre nous. Justement, quelles sont les souffrances qui reviennent le plus chez tes initiés? 1, de ne pas être assez. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en fais pas assez, je dis pas assez, je génère pas assez, je suis pas assez sexuellement, physiquement, intellectuellement, tout ce que l'ego, toutes les conneries que l'ego peuvent raconter. C'est je suis pas assez. Il faut que j'en fasse plus, il faut que je dise plus, il faut que je sois plus vu, il y a cette souffrance. Il y a évidemment la peur de tout perdre. C'est je suis arrivé là, mais je peux tout perdre. La trahison. Peur d'être trahi. Très connu surtout chez dans le couple. L'homme en général. Et pour en connaître beaucoup d'entrepreneurs, infopreneurs, solopreneurs, etc. Je connais beaucoup d'hommes brillants, mais qui ne s'engagent pas à fond dans un couple. Et puis on en connaît qui sont connus sur YouTube et que j'apprécie, mais qui ne sont pas forcément vraiment en couple. Alors pour moi, quand tu dis ma copine, c'est cool. Nous, on est à l'étape de ma femme. Voilà. Nous, on ne fréquente pas des nanas, des filles, des meufs, des gonzesses. Il y a un acte qui est important. Voilà, on s'engage avec des femmes. C'est solennel aussi. Voilà, nous sommes des hommes. On n'est pas des gars, on n'est pas Exactement. des... Tu vois, donc ça fait partie du cadre. Je travaille beaucoup sur la sémantique. Je pense que là où l'homme commence à devenir un véritable homme, c'est quand sa propre validation dépend que de lui et pas d'un événement, d'un acteur, d'une personne extérieure. Et pour arriver à prendre de la conscience sur le fait que ma propre validation, le fait d'avoir, tu sais, un cercle inébranlable, que la perception de moi-même soit à haut niveau et que je m'auto-valide en fait. Je n'ai pas besoin d'une figure paternelle pour me valider parce que la plupart des hommes souvent courent après la validation de leur père d'une manière ou d'une autre. Quand tu comprends que les clés de la validation sont entre tes mains, c'est une libération qui est incroyable. Et c'est là où tu commences à être un véritable homme. Donc forcément, tu crées de la sécurité et toutes les personnes autour de toi, et notamment ta future femme, se sentent en sécurité parce qu'il y a eu un travail qui a été effectué. C'est tout le sujet sur lequel je travaille. C'est sortir de la validation fictive et imaginaire tout en honorant le père. C'est j'honore mon père. Et ça, je remercie vraiment les constellations familiales qui m'ont permis de poser de la conscience dessus, de ne pas vouloir être plus haut que mon père ou ma mère, de bien rappeler que ce sont les grands et que je suis le petit, mais que dans l'ordre des choses, les enfants sont toujours un peu plus puissants que leurs parents. Et ça, c'est l'ordre des choses. Donc, il est normal que je sois un peu plus puissant que mes parents et que mes enfants soient un peu plus puissants que moi. Exactement. Et je leur souhaite. Maintenant, effectivement, c'est de sortir de la validation puérile du petit garçon qui va être tamponné par des papas imaginaires, administratifs, ceinture noire, celui qui a fait 2 fois plus de chiffres que moi, il me valide, il me tape sur l'épaule, me dit c'est bien. C'est de sortir de ça, tout en acceptant d'apprendre et de cheminer et de continuer,
mais en restant dans cet ancrage. Clairement. Et c'est ce qu'on travaille avec les initiés. Je leur dis toujours, on n'est pas dans un système vertical, mais bien circulaire. Okay. C'est-à-dire que moi, je peux fondre en larmes devant eux. J'ai déjà fait, je peux me mettre à nu devant eux. Il n'y a aucun problème. Ça ne remet pas en cause le fait que je sois le garant du cadre. Et justement, je suis curieux, quels sont les profils ? Les 2 ou 3 profils qui reviennent le plus souvent de tes initiés ? C'est ce dont on a parlé. Hein, l'entrepreneur qui a carburé pendant 10 ans, 15 ans, qui est financièrement là où il voulait être, mais qui se dit, mais attends, j'ai personne avec qui célébrer ça. En fait. Maintenant, je veux être en couple, je veux me marier, je veux des enfants. Il est temps. Et en général, chez les hommes, vers la trentaine, hein, c'est pas faire de généralité, mais pas se mentir, vers la trentaine, il y a un truc qui se réveille. Donc moi, ça a marché comme ça. Ok. J'ai aussi des hommes qui ont déjà des enfants ou qui sont parfois au 2e mariage. Okay. Il y a pu y avoir des secousses dans le mariage et qui savent que là, s'il y a un travail conscient qui n'est pas fait, le mariage risque de s'écrouler. Et on sait très bien que si le mariage s'écroule, le business va en pâtir. Exactement. Surtout quand tu es entrepreneur, c'est directement lié. L'émotionnel est directement lié. Et si tu penses le contraire, c'est que tu commences à être schizophrène. Non mais oui, bien sûr. Moi, je sais que je vis la vie que je vis parce que je suis avec la femme avec qui je suis. Exactement. Et vice-versa, en fait. C'est-à-dire et ça, c'est notre contrat entre guillemets, de couple dès le départ. Okay. Nous, on a designé notre couple limite comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'émotionnel de plein d'endroits et quand ça va pas, on met le nez dedans, en fait. Et on y va vraiment. Ouais. Et troisième ? Et troisième typologie, je dirais le plus jeune entrepreneur qui, ça y est, commence à faire du chiffre et lui, il veut vraiment aller... il veut se sentir homme. Il veut aller dans l'élégance. Il veut aller il passe plus par la matière. Okay. Donc, il va bien s'habiller. Et c'est utile à ce moment-là. Absolument. Ouais. Chez les initiés, on a un code vestimentaire qui est plutôt sartorial, néo-rétro. Excellent. Ça, c'est moi mon délire. Hein. C'est mon délire à moi. Ils rentrent dedans, ils s'approprient comme ils veulent. Ils apportent leur touche à eux. C'est juste quand on se voit, on est habillé en général, élégance, néo-rétro, sartorial. On n'est pas dans du casual chic, tu vois, on est vraiment dans une recherche. Et c'est aussi une bonne manière de s'auto-affirmer et d'exprimer en fait sa personnalité. Parce que le vêtement aujourd'hui, c'est une manière de s'exprimer, de démontrer son unicité, sa différence. Exactement, ça a toujours été. Donc vu que ça rejoint le travail que tu fais, donc ça reste très cohérent. Et c'est une forme d'uniforme, sauf qu'il se l'approprie, c'est un costume. Et puis on va pas se mentir, hein, le costume, c'est papa. Moi, je suis reparti dans le costume parce que c'est une connexion au père. Parce que, en tout cas, en Occident, le vêtement symbole du père, provider, c'est le costume cravate. Exactement. Mais j'aime m'amuser avec ça. Le revisiter. Et puis, c'est s'autoriser aussi. J'adore mon ami Thierry Moelle qui dit souvent faire des déclarations de style. Tu vois, c'est poser des choses, c'est tester des choses. Et là, on n'est pas juste dans l'élégance, on est dans une proposition et on s'amuse. Et on a fait un shooting photo avec des initiés à Marrakech et ils ont adoré parce qu'ils se retrouvent dans la Médina. On serait cru dans les années 40, c'était extraordinaire. Et ça, c'est aussi un pan. J'adore aller dans l'extérieur et la matière parce qu'on ne va pas se mentir, ça joue. Et c'est aussi ce que l'argent offre, c'est ce que l'autorisation offre. Avant même l'argent, c'est l'autorisation. Et moi, je travaille toujours sur l'autorisation à la grandeur, peu importe comment tu la vis. Et c'est ça qu'ils viennent voir, qu'ils viennent chercher. Tu vois, je retiens dans ce que tu dis, il y a un terme qui résonne, c'est l'autorisation. N'importe quel homme, en tout cas, je te l'exprime de par expérience, de ce que j'ai expérimenté, parce que j'ai toujours essayé, en tout cas, Dieu merci de m'avoir donné cette conscience de vouloir faire un travail sur moi. Et tu ne peux pas grandir, évoluer, créer vraiment un espace de sécurité en toi si tu ne t'autorises pas à briller. Tu ne t'autorises pas comment te dire, à percevoir ta propre force et à accepter ta puissance personnelle. Tout passe par là, tout passe par un travail d'autorisation. Je m'autorise à aller sur ce chemin, je m'autorise à scaler mon entreprise, je m'autorise à aller à vouloir développer ce business, ces relations. Il y a un travail d'autorisation qui est super important et qu'il faut conscientiser, en tout cas chez l'homme ou ce que j'ajouterais à la ça, femme aussi. C'est que m'autoriser, ma grandeur, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est pour moi. Je me choisis. Et je t'invite à te choisir. C'est si tu te choisis et tu me proposes cette version-là de toi et que je me choisis, alors pour moi, ce sont deux souverains qui se rencontrent. Exactement. Et dernière question, une des plus importantes, on a parlé du divin, du côté spirituel, du côté sacré. Je sais que ça nous tient à cœur tous les deux. Ouais. Moi, j'avais fait une vidéo d'ailleurs
avec Romain Clamaran, quand on était au Pitu Homo, on disait voilà, spiritualité et argent. Est-ce qu'on peut être dans cet espace du divin, de la spiritualité Pour moi, la spiritualité, comme le dit Eckhart Tolle, c'est la conscience du ici et du maintenant. C'est l'espace de conscience. Oui. Pour moi, c'est ça. Être spirituel, c'est ça. C'est pas, c'est OK, peu importe la porte par laquelle chacun va rentrer, mais la quintessence de la spiritualité commune à tous les êtres vivants, c'est à quel point je suis capable d'être conscient de moi-même, conscient du ici et du maintenant, et à quel degré je peux naviguer là-dedans. Et pour moi, l'argent, qui est un fluidificateur, qui est un élément comme l'eau qui permet de fluidifier, ou de l'huile dans un moteur, pour moi, c'est vraiment l'huile dans le moteur. Clairement. Joue son rôle essentiel. Et c'est la projection, la sémantique, les croyances et tout ce que je vais calquer dessus qui vont venir pourrir ma relation à l'argent, alors qu'argent n'est pour rien. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que je découvre, c'est que l'argent est un amplificateur de qui tu es. Donc, si tu es quelqu'un de généreux, tu l'es encore plus. Si tu es quelqu'un qui offre de la compassion, de l'amour, tu en offres plus à travers le matériel. En fait, ça vient juste amplifier qui tu es et je trouve ça incroyable, en fait. Donc, ça, c'est mon premier... et je l'ai vécu personnellement. Je ne le dis pas parce que je l'ai entendu, je l'ai vraiment vécu personnellement. Et ça fait un bien fou aussi. Donc... quand tu as de l'argent que tu arrives à mettre à l'abri ta famille ou à offrir, je sais pas, un appartement à ton frère ou peu importe, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et c'est important. Une réussite financière est importante sur cette vie. Je ne dis pas que c'est le plus important, mais ça contribue d'une manière ou d'une autre au bonheur. Ça contribue justement à t'ouvrir à d'autres espaces, tu vois. Donc pour moi, la réussite matérielle est importante et il ne faut pas la négliger et il ne faut pas non plus trop la prioriser. Il faut trouver le juste milieu. Sans la sagesse réside toujours dans le juste milieu. Et pour revenir au divin, pour moi, le Dieu est dans mon cœur, il est connecté directement en moi, il est dans mes veines, c'est une énergie qui découle, je porte le souffle divin. Et le plus important, en tout cas l'un des cheminements le plus important dans ma vie, au-delà de la famille, au-delà de tout ce que je peux entreprendre comme projet, c'est le détachement d'une manière ou d'une autre du monde matériel, le détachement de mon ego, pour tout simplement me connecter davantage au divin pour trouver cette paix. Et c'est le meilleur des chemins, c'est le meilleur des objectifs et c'est celui qui apporte le plus de paix intérieure en tout cas. C'est le retour à l'essence en fait. On a le droit de mettre des costumes pour avoir un retour à l'essence. On peut être spirituel et porter des costumes, on est d'accord ? Non, tu peux pas, tu dois porter une gilet avant. Non, évidemment. Ouais, écoute, on est complètement d'accord, j'ai le même discours, même positionnement et de s'amuser avec la matière, mais la matière n'est que la matière. Exactement. Ce n'est pas la réalité. Et je suis d'accord avec toi que cet espace de souffle qui est en chacun. Et c'est ça la beauté de l'humanité. En fait, chacun en fait, est porteur de ce souffle, de cette énergie, de cette potentialité, qui n'est pas une potentialité intellectuelle ou technique. Oui, l'intellect, le cerveau, l'intelligence, tout ça est utile, mais n'a pas de sens si ce n'est pas connecté à quelque chose de transpersonnel, de plus grand. Voilà. Et surtout, s'il n'y a pas de cheminement vertical, spirituel, l'ego finit par se nourrir. Et là, ça, on pourrait faire notre podcast sur l'ego spirituel. Tu tombes dans l'autoséduction. L'ego qui croit savoir. Exactement. Dans l'autorité illusoire. Et on fera un deuxième podcast sur ça. Mais je te dis merci. Merci à toi surtout. C'était puissant. À l'image de nos discussions, je ne suis pas étonné. C'était la continuité de nos échanges. Prochainement, on pourra le faire autour d'un cigare. Exactement. Et merci pour ce que tu fais aussi. Je conseille à tous les hommes de regarder un peu ce que tu fais, de consulter tes contenus, et d'échanger avec toi. Je trouve que c'est important, la dimension que tu apportes. Et merci pour ce podcast, en tout cas. Vice versa. Et puis merci pour ce que tu proposes. Voilà, t'as posé du divin dans le closing. Et je trouve que c'était important. C'était nécessaire et attendu. Merci à toi. Salam alaikum.